Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Cette semaine, on est avec Pascal. Pascal travaille au CMEA. Ça faisait longtemps qu'on avait envie d'interroger les CMEA parce que il y a un petit bout de temps, ils se sont mis au libre. Salut Pascal. Bonjour. Le libre chez les CMEA, c'est une histoire ancienne. Une vieille histoire qui a plus de 20 ans. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle le libre pour commencer? Alors le libre, c'est multiple. C'est à la fois à l'origine, c'est le fait qu'un logiciel que le code source du logiciel, la recette du logiciel, soit disponible à chacun. On parle bien d'informatique à la base. On parle bien d'informatique à la base. Donc on sache exactement comment il est construit, puisque on le sait rarement, mais on le sait pas suffisamment. Il y a beaucoup de logiciels. La plupart des logiciels qu'on utilise sont des logiciels propriétaires, c'est-à-dire que l'éditeur, celui qui a écrit le logiciel, nous interdit d'aller voir comment il fonctionne. On est juste prié de lui faire confiance. D'accord. Et les CMEA, ça leur convient pas, ça? Non, parce que c'est contraire à tout un tas de valeurs qu'on défend au CMEA et plus largement dans l'éducation populaire. Ça a un côté très enfermant. On nous enferme dans un fonctionnement. Juste un exemple, un logiciel propriétaire, ça produit un document au format propriétaire. Si ce logiciel disparaît, le format disparaît avec, et tu peux plus utiliser un document qui t'appartenait, par exemple. Et puis ne pas t'empêcher de savoir comment quelque chose fonctionne, ça laisse supposer qu'il se passe des choses qui ne sont pas très normales à l'intérieur de ce logiciel. Et surtout, ça empêche la collaboration. L'intérêt du logiciel libre, c'est que chacun peut contribuer, apporter sa compétence, et pas nécessairement sa compétence informatique. Ça peut être traduire un logiciel, ça peut être faire une fiche PEDA, ça peut être l'améliorer parce que les informaticiens sont pas forcément des pédagogues, et qu'il y a des logiciels éducatifs, c'est intéressant de mettre la croix à gauche plutôt qu'à droite ou inversement. Donc. Dans l'utopie du livre, il y a une envie d'horizontalité un peu entre les utilisateurs, les ouais, en tout cas, c'est permettre à chacun de pouvoir y contribuer à la hauteur de ses compétences du moment. Et ça s'est élargi bien au-delà du logiciel maintenant. C'est vraiment parti dans les années 80 du logiciel. Maintenant, on voit beaucoup de musique libre, par exemple, des artistes qui ne parvenant pas à faire diffuser leur musique par les major compagnies, préfèrent laisser leur musique en libre accès. Sachant que si elle a du succès, c'est le spectacle vivant, les gens vont venir les voir le concert. Ou certains vont même jusqu'à les mettre complètement libres, c'est-à-dire qu'on va même pouvoir les modifier, l'améliorer ou contribuer au même titre qu'un logiciel. Et ça vaut pour tout un pan de l'activité économique. Alors, on sent qu'il y a des gros enjeux économiques, effectivement, on entend souvent parler des GAFA, mais pour les gens comme moi qui sont néophytes, qu'est-ce que tu peux dire des gros enjeux qu'il y a derrière le libre? Les enjeux politiques. Ils sont monstrueux, ouais. Ils sont énormes. Hein. C'est la démocratie, c'est notre vie privée. On parle maintenant de capitalisme de surveillance. Alors c'est pas de la parano. On sait depuis des années, et Snowden en a apporté la preuve irréfutable, Edward Snowden, qui est en Russie actuellement parce que personne ne lui a donné asile suite à ce qu'il a révélé. On sait qu'en fait nous sommes constamment espionnés, alors que ce soit par les États ou que ce soit par ces fameux GAFAM. Faut pas oublier Microsoft, on a tendance à l'oublier en France, qui surveille complètement nos faits et gestes. Et donc, si on regarde 2 secondes pour ne prendre par exemple qu'un téléphone, c'est hallucinant le nombre d'informations qu'on livre très souvent à Google ou à Apple. L'usage, on n'est pas tout à fait le même, mais entre notre géolocalisation, nos contacts, ce que l'on cherche, les mails que l'on reçoit. En fait, notre vie entière passe en ce moment au travers du numérique et au travers d'un numérique qui a pour intérêt de vraiment capter le plus d'informations sur nous, non pas pour savoir exactement ce que fait Marc, ils s'en foutent de la personne Marc. Par contre,
savoir quel est le réseau social de marque, savoir quand on a des milliards d'utilisateurs et qu'on peut faire des stats sur ton âge, ton mode de vie, etc. On sait grosso modo ce qui va t'arriver dans peu de temps. Ils en savent beaucoup plus sur toi que tu n'en sais toi-même. Et donc orienter, c'est pas simplement t'envoyer de la pub sur ton téléphone, c'est orienter tes choix, on a vu avec les scandales qu'il y a pu y avoir avec Cambridge Analytica ou autre, c'est aller jusqu'à transformer ou en tout cas influer fortement sur les résultats des élections. Voilà, ça ce sont des choses, quand je parlais de démocratie, ça pose un véritable problème. Et puis il y a aussi tout le côté mercantile qui va être fait de tout ça. On est un peu plus protégé en Europe qu'on peut l'être en Asie ou aux États-Unis, mais ton assureur auto, si tu utilises Google Maps ou Waze, est vachement intéressé de savoir comment tu roules, à quelle vitesse, quel est ton comportement, et toutes ces informations. Et Google et Facebook et autres sont tout à fait prêts à les vendre aux assureurs, aux banques pour des accords de crédit, etc. C'est-à-dire que on se met en danger là dans notre pratique actuelle du numérique. Alors on comprend bien l'enjeu de ne pas dépendre des GAFAM, de ne pas donner toute sa vie à Google, etc. Mais on comprend pas bien comment on peut faire. Quelles sont les alternatives, quoi? Ouais. Alors, elles existent. Elles sont un peu... il y a quelques années, objectivement, elles étaient un peu compliquées et pas super attirantes. Ouais. Franchement, ça s'est amélioré. Il y a plein de gens qui utilisent des logiciels libres. Alors, l'intérêt du libre, pour revenir à ta première question, c'est que à partir du moment où tu sais comment le logiciel fonctionne, tu sais s'il ne fait pas que ce qu'il dit qu'il fait. Si c'est un traitement de texte et que dans le même temps il repère ce que tu tapes, il repère comment il est classé, quelle imprimante tu utilises, etc. Ça se voit dans le code source. Dans un logiciel libre, typiquement, ça ne se peut pas puisqu'on a accès, même si toi tu sais pas aller lire le code, d'autres peuvent le faire et on cette assurance-là. Enfin, on a cette assurance-là. D'accord. Et dans le même temps, après, il y a des services qui affichent clairement le fait que ils se foutent royalement, ils ne conservent pas tes données. C'est pas ce qui les intéresse. Ceux-là sont intéressants à utiliser. Maintenant, voilà, il faut les trouver. Alors souvent, on en utilise sans même le savoir. Enfin, il y a énormément de gens qui utilisent Firefox. Firefox est un logiciel libre. Il y a énormément de gens qui utilisent VLC. VLC est un logiciel libre. Il y en a un paquet comme ça de logiciels libres. Il y a toute la suite LibreOffice. LibreOffice qui remplit les mêmes fonctions que peut remplir la suite Microsoft Office, sauf qu'elle est libre et gratuite et qu'elle évolue beaucoup plus vite que n'évolue avec, ça c'est encore une fois c'est important, avec un format libre. L'ODT est un format libre qui peut être lu par d'autres logiciels que LibreOffice. Il y a peu de gens qui savent la différence entre un point doc et un point ODT, mais en fait il y a toute une politique derrière. Il y a des enjeux énormes derrière ce point doc, point ODT, quoi. Complètement. Outre le point doc, embarque plein de métadonnées qui renseignent sur l'usage que tu as de ce logiciel. Mais dans le même temps, imaginons qu'un jour, et c'est tout à fait possible, que Microsoft fasse faillite, la suite Microsoft Office s'arrête, puisque ce sont eux. C'est un logiciel propriétaire, on n'a pas le droit d'aller voir dedans comment ça fonctionne. Donc dans l'absolu, et c'est déjà arrivé à de maintes reprises, notamment dans le monde des médiathèques ou autres sur la gestion des bases de données de bouquins, etc., où la boîte s'arrête, le logiciel s'arrête avec, et les données, elles sont plus utilisables parce que pas lisibles par un autre logiciel. Donc le côté pérenne d'un logiciel libre, il est fondamental parce que même si un jour, et c'est arrivé dans l'histoire de OpenOffice puis LibreOffice ou autre, si la fondation LibreOffice décide d'arrêter LibreOffice, si vraiment c'est un logiciel intéressant, c'est pas un souci, le code est dispo, on peut le continuer et donc il pourra continuer à vivre. Alors juste, on mettra en description les différentes alternatives libres qui existent à Google Doc, à Doodle, les types de messagerie qui sont libres, par exemple, à qui on peut faire appel, par exemple, si on... Ça c'est un vrai souci. Si on veut sortir de Gmail, par exemple.
messagerie. Ouais. Il y a le dispositif Chaton qui a été mis en place par Framasoft, enfin, qui a été initié par Framasoft, donc le collectif des hébergeurs associatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Certains d'entre eux proposent de la gestion de mails. Proton Mail, qui est une messagerie cryptée. Sur des serveurs cryptés, qui est suisse. Et puis en ce moment, Postéo de mémoire, qui est allemand. On vous mettra les références en description. En sachant qu'il y a une chose, pour le coup, qu'il va falloir qu'on réapprenne pour se libérer de tout ça, c'est qu'on nous a habitués à ce que tout soit gratuit. Sauf que gérer des mails, gérer de l'espace mail, entretenir des serveurs, ça a un coût. Alors jusqu'à présent, on le payait sans le savoir ou en le sachant, ou avec nos données. Et elles valent beaucoup plus que le service qui nous est proposé. À partir du moment où on va utiliser un service libre, éthique, loyal, y a des gens derrière, etc. Donc ça va avoir un coût qui peut être partagé, qui peut être mutualisé. Il va falloir qu'on réapprenne un peu à payer, par contre. Il y a une phrase qu'on entend souvent dans le monde du libre, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit, quoi. Et donc si on veut pas être le produit, il faut apprendre à payer. Effectivement. Et le free software, le free faisait référence à la liberté. C'est bien un logiciel libre. Souvent ils sont gratuits, mais il faut penser que il y a quelqu'un qui à un moment donné l'a codé, ce truc-là, et qu'il va falloir qu'il évolue, et que c'est pas si compliqué souvent c'est marqué payer un café au développeur, mais si on paye chacun un café au développeur, le développeur il a de quoi bouffer, et on a un logiciel qui remplit les fonctions qu'on lui demande. Alors on a vu à quel point c'était politique, qu'il y avait des enjeux économiques derrière le livre, mais en quoi, selon les CMA, ça participe d'une démarche d'éducation populaire? L'éducation populaire, elle veut accompagner l'homme, la femme, les citoyens à être éclairés, à faire des choix éclairés. Donc déjà, expliquer ce qui se passe, c'est fondamental pour comprendre qu'on a le choix. Et ensuite, accompagner ce qui se passe en ce moment dans le libre est fondamental. Pour pouvoir avoir ce choix éclairé, il faut qu'une alternative existe. Elles existent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, il faudra aller voir sur Internet, ce qu'on appelle le fait divers, c'est-à-dire qu'il apparaissent en ce moment des logiciels qui permettent, par exemple, d'être des médias sociaux alternatifs à Twitter, à Facebook et autres, dans une toute autre logique, qui est une logique de, plutôt que de mettre toutes nos données dans le même silo et être géré par telle et telle personne qui va décider ce qui est bien ou ce qui est mal, d'avoir des instances indépendantes, gérées comme on le souhaite, et qui vont s'interfacer les unes avec les autres, donc qui vont créer un véritable réseau. Donc on repense l'Internet autrement. Et ça, c'est bien une démarche d'éducation populaire que d'accompagner un changement et de le penser dans une volonté d'émancipation. D'autant plus qu'il y a une vraie volonté de résistance à un ordre social qui n'est pas juste. L'ordre social de la détention des données du monde entier par certains, avec les dangers que ça peut... clairement, oui. Alors, le bureau des méthodes va s'adapter à ce qui vient d'être dit, puisque à partir de maintenant, nous allons migrer toutes nos vidéos sur un serveur de vidéos qui s'appelle PeerTube, qui diffuse de pair à pair, qui est sans YouTube. Bien sûr, ça continuera à être diffusé sur YouTube parce qu'on a des référencements qui sont intéressants, mais si vous voulez les regarder sur PeerTube, vous pouvez dès à présent les regarder. Pascal, on te remercie. C'est moi. Et on remercie les CMA d'être un peu à l'avant-garde de cette dynamique. On remettra évidemment les références de tout ce qu'on a dit, les différents sites auxquels on peut avoir recours en description. Merci. Merci. À bientôt, salut. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bureau des méthodes. Salut.